Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, c'est un échange à cœur ouvert avec Caroline que je vous propose. Caroline a accepté de parler du long chemin qu'elle a parcouru pour sortir du surendettement, qui l'a amenée à pousser la porte des débiteurs anonymes, une association d'aide aux personnes qui ont une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Le surendettement, c'est un sujet tabou. C'est même un sujet de honte. Donc on se cache le plus possible, ce qui renforce le sentiment de se sentir extrêmement seul et extrêmement isolé. 140 000 euros, c'est le montant des dettes que Caroline a contractées au moment où elle dépose son deuxième dossier de surendettement il y a environ 10 ans. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune dette, même si ses démons la guettent encore. Caroline se définit comme une acheteuse compulsive. Son truc à elle, c'est la mode et tout ce qui peut la faire paraître aux yeux du monde. C'est ça qui l'a fait basculer dans l'engrenage du surendettement. Quelques chiffres maintenant sur le surendettement. On trouve des chiffres très récents et très bien faits sur le site de la Banque de France. 143 000 dossiers ont été déposés en 2019, ce qui représente une dette de plus de 6 milliards d'euros. En tout, on estime qu'il y a 1 million de foyers surendettés en France à l'heure actuelle. Mais ce qui me semble beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est de découvrir les histoires derrière le surendettement, et en l'occurrence celle de Caroline, avec qui j'ai essayé de comprendre notamment comment est-ce qu'on entre dans l'engrenage du surendettement, quelles sont les racines de son rapport à l'argent, quelles conséquences ont eu ses comportements à elle sur son couple, quel est son héritage familial et comment elle a réussi à sortir, elle, du surendettement. On a aussi parlé des débiteurs anonymes, évidemment, parce que si Caroline s'en est sortie, c'est grâce à DA, aux débiteurs anonymes. J'avais envie de vous faire partager cette formidable association. J'ai eu l'occasion de passer un après-midi en conférence avec les membres de l'association et je peux vous dire à quel point j'en suis ressortie complètement chamboulée de voir autant de sincérité, de transparence, mais aussi de souffrance. Alors c'est quoi cette association ? Qui se rend aux débiteurs anonymes ? Faut-il nécessairement être endetté pour pousser la porte de DA ? Comment fonctionne l'association ? Faut-il payer pour bénéficier d'un accompagnement ? D'ailleurs, comment est-ce que l'association se finance ? Et est-ce qu'il faut nécessairement habiter à Paris ou dans une grande ville pour pouvoir se faire accompagner ? Caroline et moi, on répond à toutes ces questions. N'oubliez pas d'aller laisser un commentaire sur Apple Podcast si l'épisode vous plaît. Moi, ça me permet de le faire découvrir à encore plus de monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, tu es membre de l'association des débiteurs anonymes. C'est une association loi 1901 qui aide et qui accompagne les personnes qui ont une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Exactement. Super. Alors l'asso, elle aide, comme son nom l'indique, les gens qui sont débiteurs, débiteurs compulsifs, mais pas que. Non, elle aide en fait toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur rapport à l'argent. Ça peut être des gens qui alors achètent trop, donc là ils sont débiteurs compulsifs, c'est-à-dire que vraiment ils achètent, ils font des dettes, etc. Ça c'est une catégorie. Il y a des gens qui achètent pour les autres, alors ça peut être compulsif aussi, mais qui achètent l'amour de l'autre. Et puis il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un mot qui n'est pas très joli, qui s'appelle la sous-gagnance. Ouais. C'est-à-dire que là, au contraire, on ne dépense pas du tout, mais on est en débit vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que on ne va pas chez le docteur, on ne s'achète pas de vêtements, on ne part pas en vacances, rien on ne prend pas soin de soi. Parce que l'idée, en fait, c'est que normalement, l'argent doit être un moyen pour construire sa vie, se construire, prendre soin de soi, etc. Et bien, ces deux comportements-là, que ce soit la sous-gagnance ou la compulsion d'achat ou de crédit, empêchent en fait de pouvoir construire sa vie et de pouvoir prendre soin de soi. Parce que si on s'achète 3000 pulls, ben, on ne va pas aller chez le médecin ou prendre des vacances. Ou alors on est Rothschild, mais bizarrement Rothschild, il n'est pas au DA. Ok, donc DA, débiteurs anonymes, parce qu'on va utiliser l'acronyme pendant tout l'épisode. Justement, tu parlais de s'acheter 3000 pulls, alors on va revenir sur ton parcours, parce que on va parler des débiteurs anonymes, c'est important, mais l'idée c'était aussi de pouvoir avoir ton témoignage, ton parcours, comment tu es arrivé aux débiteurs anonymes. Donc tu es divorcée, maman d'une jeune fille de 18 ans, et tu viens aux débiteurs anonymes depuis... Longtemps. Peut-être 15 ans. C'est-à-dire que le problème, c'est que, et c'est souvent le cas, je viens, ça va mieux,
je repars et ça recommence. Okay. Et en fait, l'idée, c'est que, un peu comme les alcooliques, c'est que c'est une maladie qui, en fait, ne se guérit pas. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire attention, tout le temps utiliser les outils, justement, que nous donne le programme de débiteur anonyme. Et que si tout d'un coup, on se dit « Ah, bah ça y est, j'ai récupéré de l'argent, tout va bien », bah, y a de fortes chances qu'on retombe dans les mêmes comportements. Donc moi, ça fait longtemps que je viens parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours. Ta problématique à toi, donc tu me disais, t'es arrivé aux débiteurs anonymes au moment où tu te retrouves à faire un plan de surendettement parce que tu as 110 000 € de dette. Voilà, en fait, c'est des crédits revolving. Ouais. Donc j'en ai pris beaucoup. Je travaillais, j'étais salariée avec un bon job et un bon salaire, vraiment bien confortable. Ouais. Tu gagnais combien ? Je gagnais, à l'époque, je devais être à 5 000 € net, ce qui est quand même... Voilà, et donc les crédits revolving, j'en avais autant que j'en voulais, personne ne vérifiait rien. Et ces crédits me servaient en fait vraiment à des choses sans aucun intérêt, quoi. Ça me servait à m'acheter des vêtements, des crèmes de beauté, à aller au restaurant, à m'acheter des livres, enfin voilà, à faire ce genre de choses. Mais j'ai pas acheté un appartement, j'avais pas de véhicule, voilà, c'était vraiment... Je ne me refusais rien, c'est-à-dire que je répondais à toutes mes impulsions d'achat, à tous mes désirs, sans vraiment faire attention. Et quand j'avais plus d'argent, eh ben, je rappelais un organisme de crédit, et etc., jusqu'à en avoir tellement que en fait, je reprenais des crédits pour arriver à payer les crédits que j'avais. Et donc, c'était une espèce de cavalerie, comme on dit, pour arriver à sortir la tête de l'eau jusqu'au jour où mon salaire, en début de mois, n'est pas arrivé à couvrir l'ensemble des prélèvements que j'avais. Et là, c'est la catastrophe. Ah ouais, donc tu arrives au 1er ou au 5 du mois. Il n'y a déjà plus rien. Tous tes remboursements de crédit sont passés et là, tu n'as plus rien. Et j'ai plus rien. Et il y a le mois qui arrive. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Et j'avais entendu parler de débiteurs anonymes. Ouais. Et j'y suis allée à ce moment-là, voilà, pour la première fois. Ça t'a pris du temps entre le moment où tu en as entendu parler et le moment où tu as vraiment franchi la porte ? Un peu, oui, parce quelques mois, quelques mois, mais c'est-à-dire que quelques mois, le temps que la situation se dégrade encore. Ouais, okay. Mais quand la situation a été telle que je viens de la décrire, là, j'y suis allée tout de suite, parce que j'étais acculée. Je suis pas allée à débiteur anonyme pour le plaisir, hein. J'y suis allée parce que je n'avais plus de solution. C'est-à-dire que bon, voilà, en France, on va pas en prison pour les dettes d'argent, mais je savais pas du tout comment m'en sortir, quoi. Pas du tout. Et alors, t'arrives à débiteur anonyme. C'est quoi la première chose qu'on te dit ? Comment on t'accueille ? Les premiers accompagnements que tu reçois en fait quand t'arrives ? En fait, quand t'arrives, toi t'es dans une espèce de panique, parce que t'es dans la panique justement de ta situation, et quand tu arrives en réunion, t'as envie qu'on te trouve la solution, qu'on te dise « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Et alors, tu peux trouver de l'aide immédiate, mais surtout la première chose qu'on te dit, c'est tu t'achètes un petit carnet, et tu écris tout ce que tu dépenses. Mais tout. C'est-à-dire du petit pain au lait du matin, en passant par le café, jusqu'au prix du loyer, l'électricité, les impôts, les lunettes, la mutuelle, les fringues. Tout ce que tu dépenses dans une journée. C'est vraiment la base de débiteur anonyme. Parce que c'est le premier pas vers la conscience de ce que tu fais de ton argent. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de faire ça ? De savoir un peu où mon argent partait. Parce que tu t'en rendais pas compte ? Ah non, je dépensais, quoi. Pour moi, l'argent n'avait pas de réalité, quoi. C'était, je sais pas comment dire, ça n'avait pas de réalité. Donc c'est comme si je donnais des bonbons en échange de quelque chose. C'est-à-dire que je n'avais pas la valeur de l'argent. Et tu me racontais en préparant l'épisode que une personne, quand t'es arrivée à DA, te donne le meilleur conseil finalement qu'on a pu te donner à ce moment-là, c'était retire ton argent de ton compte en banque, mets-le dans une autre banque, mets-toi entre guillemets en faillite et laisse-toi le temps de purger tout ça avec ta banque. Exactement, en fait, donc j'étais absolument paniquée de le faire, mais je suis allée voir ma banquière qui m'avait accordé moult crédits, évidemment. Et je lui ai dit, écoutez, je ne peux plus payer.
Et je l'ai pas tenue au courant, mais elle s'est rendue compte que je mettais mon salaire ailleurs. Ouais. Donc en fait, elle a fermé mon compte. Ouais. Et ce que je devais à la banque s'est ajouté à l'ensemble des dettes. Et c'est là où j'ai déposé un dossier de surendettement. Ouais. Et en fait, quand tu déposes un dossier de surendettement, le temps qu'ils examinent ton dossier, en fait, les mensualités sont gelées. Ouais. Donc en fait, par souci de bonne volonté, il faut mieux leur envoyer quand même 20 € par mois. Mais enfin, moi, je devais des 300 € par organisme. Donc tout d'un coup, tu récupères, enfin tu vois, tu souffles, tu sors justement de la panique. Et là, tu commences à rentrer dans les règles, entre guillemets, de débiteur anonyme. Tu fais ton petit carnet, tu demandes ce qu'on appelle une réunion de décompression, c'est-à-dire qu'il y a 2 amis du programme qui viennent t'aider à examiner ta situation. C'est-à-dire que pendant 3 mois, tu as noté toutes tes dépenses. Tu as fait un tableau Excel où tu mets loyer, vêtements, médecin, enfin tous les postes de tes dépenses. Tu le remplis pendant 3 mois, semaine par semaine. Et comme ça, tu as une espèce de situation très claire d'où part ton argent et aussi tes revenus. C'est-à-dire que tu mets la sécu, la mutuelle en revenus, et puis ton salaire, tes assédiques, etc. Et donc, si tu veux, tout d'un coup, tu as une vision un peu claire à la fois de ton fonctionnement et de ce que tu gagnes. Parce que l'important de débiteur anonyme, c'est de mettre de la clarté et de la réalité dans un espèce de flou et de monde irréel qu'était celui de l'argent pour moi avant. Donc voilà, le premier truc, et c'est pour ça que le petit carnet est important, c'est vraiment regarder en face où part l'argent. Et moi, je me suis rendu compte que les vêtements étaient un poste, mais dingue. Et que c'était au détriment, je partais pas en vacances. Tout ça pour aller m'acheter des pulls. Ouais. Donc bon, il y a un truc qui va pas quand même. Alors j'ai assisté à une journée en fait des débiteurs anonymes dans lesquels il y avait beaucoup de témoignages assez bouleversants. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire et on va dire beaucoup de choses sur débiteurs anonymes parce que c'est quand même assez singulier comme fonctionnement. Ce qui me paraît important de dire en premier, c'est que on ne peut pas faire l'économie d'un vrai travail sur soi quand on veut progresser dans sa relation à l'argent, quand, comme c'était ton cas, mais comme c'est le cas pour beaucoup de gens, y compris de gens qui n'ont jamais passé la porte des débiteurs anonymes, mais quand on a une relation aussi dysfonctionnelle avec l'argent, on ne peut pas faire l'économie d'un vrai travail sur soi. Et c'est ça qu'on vient trouver aussi auprès de ce que vous appelez entre vous la fraternité, parce que débiteurs anonymes, c'est une fraternité. Ouais, c'est-à-dire que le principe étant qu'on s'aide les uns les autres, c'est-à-dire que les gens qui sont arrivés avant moi et qui sont donc avancés et qui ont une meilleure relation à l'argent que moi, par exemple, eh ben, ils m'aident. Et moi, de la même manière, j'aide ceux qui arrivent. Donc c'est vraiment une chaîne de fraternité, de solidarité qui est extrêmement importante parce que une des caractéristiques quand on arrive avec, je sais pas, 80 000 € de dette, ou même, il y en a qui ont moins de dettes. Le problème, c'est pas tant le montant, c'est ce que ça génère comme angoisse chez soi. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand tu arrives, en fait, quand tu arrives avec autant de soucis avec l'argent, tu as l'impression que tu es seul au monde et que tu es une véritable tare sur pattes, quoi. Et qu'il n'y a que toi qui est aussi dysfonctionnel. Sauf que tu te rends compte, quand tu t'assois dans une de ces réunions, qu'il y a plein de gens comme toi et qui ont le courage de regarder leurs difficultés en face pour pouvoir changer, parce que c'est vraiment un programme qui t'amène au changement et à devenir une personne qui fonctionne à peu près, qui met l'argent à sa place, quoi, véritablement dans sa vie, et pas plus haut, pas plus bas. C'est une monnaie d'échange, c'est une énergie, c'est quelque chose qui permet de se construire, mais c'est pas l'arme de la compulsion, quoi. Et en l'occurrence, te concernant, tu me disais que l'argent t'avait permis d'acheter du paraître. Oui. Tu dépensais pas l'argent pour tes proches, ton entourage, c'était vraiment que pour toi. Pour moi. Et que l'idée, c'était aussi de faire ce travail sur soi, de ne plus avoir cette nécessité de paraître aux yeux du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'argent, en fait, c'est quelque chose de tellement profond, la relation qu'on a avec l'argent, c'est que ça parle vraiment de qui on est psychologiquement, de d'où on vient, de quel est le milieu social, qu'est-ce que nos parents nous ont transmis, quelle vision on a de nous-mêmes, parce que la valeur qu'on donne à l'argent, c'est lié à la valeur qu'on se donne à soi. Il y a beaucoup de gens à débiteurs anonymes qui n'arrivent pas à se faire rémunérer à leur juste valeur, parce que justement ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Donc forcément tu es amené à travailler sur toutes ces choses-là. Alors le programme est basé sur un travail
psychologiques, on va dire des étapes, copiées sur les étapes qu'on travaille aussi, je crois, en Alcoolique Anonyme, etc. Et qui sont des étapes qui permettent d'avancer à la fois dans le fait de reconnaître qu'on est impuissant face à notre comportement avec l'argent, donc qu'on a besoin de l'aide des autres pour arriver à fonctionner normalement. Et ensuite, tout un travail de essayer de mieux se connaître pour voir justement d'où viennent en fait ces dysfonctionnements. Qu'est-ce que toi t'as appris avec le programme sur ton héritage familial, ou peut-être que tu le savais déjà avant, mais... Moi, je me suis rendu compte parce que, moi je gagnais très bien ma vie, les gens dans ma famille gagnaient plutôt tous très bien leur vie et ils ont tous été à la faillite. Tous. Donc c'est-à-dire que comme si l'argent, on devait s'en débarrasser. Moi, quand j'avais de l'argent sur mon compte en banque, il fallait qu'il parte. Je ne pouvais pas imaginer mettre de l'argent de côté. Enfin, c'est d'ailleurs même pas que je pouvais pas l'imaginer, je pouvais pas le faire, quoi, surtout. J'y arrivais pas. Du coup, par rapport à ce plan de surendettement que tu as mis en place, comment ça s'est aménagé et où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce... J'ai réussi à tout rembourser en fait. Waouh. Ouais, j'ai remboursé 1 500 € tous les mois pendant plus de 8 ans. Waouh. Et alors, ça faisait pas tout à fait la somme, mais en fait, les plans de surendettement n'ont pas le droit de faire plus de 8 ans. Donc après, c'est l'État qui se débrouille. Et donc voilà, j'ai plus de dettes. Donc j'ai encore quelques petites dettes familiales, mais enfin pas rien de très important, et j'ai surtout plus de dettes ni à l'égard des banques ni d'organismes de crédit. Le revers de la médaille, c'est que j'ai pas le droit de prendre de crédit, c'est-à-dire je peux pas m'acheter un appart donc ça pendant 5 ans, donc là encore pendant 3 ans je pense à peu près, mais bon voilà. Et pourtant tu t'avais l'air de dire au début j'en suis pas sortie, quoi. Donc t'es sortie de tes dettes, mais tu sens encore une vulnérabilité présente. Oui, je sens... c'est un programme qui est un programme long, quoi. Enfin, se rétablir de l'argent, c'est long. Franchement, c'est profond, comme on disait. Et du coup, c'est aussi long de s'en sortir que c'est profond à l'intérieur de soi. Et du coup, moi aujourd'hui, il faut que je fasse attention à mes comportements avec l'argent. Dès que j'ai un peu d'argent sur mon compte en banque, il faut que je fasse attention à la manière dont je le dépense. Et c'est pour ça qu'il y a des outils, en fait, à Débiteurs Anonymes, notamment un plan de dépenses, qui est en fait comme ton espèce de boussole, et qui est un plan qui est évalué en fonction de tes besoins et de tes charges. Et par exemple, si j'aime aller chez le coiffeur, on se débrouillera dans mon plan de dépenses pour qu'il y ait une case coiffeur importante. Alors, ça ne sera pas important à tous les postes parce que je ne suis pas assez riche, mais si je fais le choix et que je dis, moi, ce qui m'importe, c'est d'aller chez le coiffeur, quoi qu'il arrive, on se débrouillera donc, pendant ces réunions avec 2 autres débiteurs qui examinent ma situation, on se débrouillera pour satisfaire ce besoin qui est important pour moi et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Le but étant de limiter le sentiment de privation en respectant les priorités de chacun, quoi. Voilà, exactement. C'est, d'abord, respecter les fondamentaux, c'est-à-dire un toit, à manger, les impôts, enfin voilà les trucs. Et puis après, l'argent qui reste, sans mettre de côté, faire ce qu'on appelle une prudente réserve, ce que moi, je n'arrive toujours pas à faire. Donc ça, c'est... Dieu sait que j'essaye et voilà, c'est des... C'est-à-dire que tu y arrives et après tu pioches dedans ou tu n'y arrives pas du tout? Non, j'y arrive et je pioche dedans. Donc j'en ai pas. Oui, mais la démarche n'est pas totalement différente. C'est-à-dire mais enfin le résultat, là on est plutôt en termes de résultats. Oui, c'est gentil. Mais si tu veux... Mais moi je suis... le programme me donne de l'espoir et c'est aussi pour ça que j'y vais, parce que j'entends les témoignages des autres. Mais moi j'ai la tête dure, J'ai la tête dure parce que c'est un programme où il faut vraiment appliquer ce qu'on me dit et moi j'ai du mal à appliquer ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il faudrait, si j'ai envie d'acheter un truc, que je fasse un coup de fil pour pas l'acheter. Et moi quand j'ai envie d'acheter un truc, j'ai envie de l'acheter. Mais en fait, t'as du mal à créer de la distance entre ta volonté du moment, ton désir, ton impulsion et l'acte, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je me mets à faire de la méditation beaucoup, parce que c'est un truc qui me pose et qui me permet, si je fais l'effort... déjà, il ne faut pas que j'aille dans les boutiques. Déjà, si je vais dans une boutique,
je me mets vraiment en danger. Tu te mets en difficulté. Ouais. Bon, sauf si j'ai sur mon plan de dépenses que c'est ok pour que je dépense, je sais pas, 100, 150 euros. Okay. Ça c'est ok, mais j'ai si tu veux, le compas, enfin la ligne directrice du plan de dépenses. Mais si, admettons que j'ai tout dépensé et que dans ma tête je me dis ouais, va regarder, tiens, la nouvelle collection, machin, non, j'achèterai rien, je vais juste regarder et tout. Bon, moi les soldes, je me dis je vais acheter en solde et en fait en général j'achète pas les soldes mais j'achète la nouvelle collection. Donc ça c'est pareil, et si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que maintenant je me connais. Donc je peux faire attention. Par exemple, je fais attention de ne pas passer devant le bon marché. Ouais. Donc autant que je peux, je prends des chemins qui me détournent du bon marché, parce que c'est un magasin, c'est du poisson pour moi, il y a tout, c'est hyper beau, enfin bon. Donc voilà, si tu veux, aujourd'hui, si je vais dans un magasin de vêtements alors que mon plan de dépenses, j'ai déjà dépensé toute la case vêtements, je me mets en danger. Et ce qui est conseillé dans ce cas-là, c'est que tu prends ton téléphone et tu dis je suis en train de marcher vers le bon marché. Qu'est-ce que je fais ? Et là, la personne te ramène dans ta réalité. Ah, mais Caroline, t'as combien sur ton compte en banque ? Mais pourquoi tu es là ? Mais est-ce que tu en as besoin de ce pull noir alors que tu en as 25 ? Et là, ce coup de téléphone est censé, et en général ça marche, ça te remet en raison. Parce que si tu veux, le truc, c'est que j'ai pas la raison, moi. J'ai envie de ce pull, j'ai traversé Paris pour l'avoir. J'en ai rien à foutre de conséquences. Et en fait, le coup de téléphone est là pour te remettre dans ta réalité et dans la réalité, quoi. Alors, justement, c'est toujours étonnant, alors, pour quelqu'un comme moi, et puis il y a certains auditeurs qui vont se reconnaître dans ton témoignage et d'autres pas du tout. Et pour cela, c'est toujours étonnant de dire comment on en arrive justement à perdre cette raison, comment on met le pied dans l'engrenage, etc. On se rend compte, alors... c'est vrai que tout le monde n'arrive pas à 110 puis 140 000 euros de dette comme toi. Évidemment, tous les gens qui sont un débiteur anonyme n'ont pas ces montants de dette. Mais il n'empêche que c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre comment on arrive à mettre le pied dans l'engrenage. Même toi, c'est pas encore clair. Et puis, tu me disais aussi... DA nous invite pas forcément à faire un travail du pourquoi, du comment. Non. L'idée, c'est de changer concrètement et rapidement les choses pour que la situation s'améliore, que la charge mentale diminue, parce que les gens qui sont dans cette situation sont en détresse, faut le dire. Bah ouais, bien sûr. Bah, tous les gens qui sont, t'as vu, quand t'es venu entendre des témoignages, c'est vraiment des témoignages de souffrance. Donc c'est vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Mais c'est vrai que c'est un programme, on dit que Débiteur Anonyme est un programme pour se sortir de l'endettement. Donc c'est un programme qui te donne des outils très concrets, c'est comme une thérapie comportementale en fait, et donc il y a un certain nombre d'outils, le petit carnet, le plan de dépenses, des réunions qu'on appelle de décompression pour évaluer sa situation avec 2 autres personnes, il y a de l'écriture sur ton comportement, il y a à passer un coup de téléphone si ça va pas, il y a à être vigilant par rapport à tout ce qui est pub pour les trucs de crédit, etc. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'outils qui sont à ta disposition pour changer et progresser. Du coup, c'est pas pour rien que ça s'appelle débiteur anonyme, parce que ça vient de la tradition des alcooliques anonymes. Alors, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Il y a les narcotiques anonymes. Il y a aussi les gamblers, les joueurs anonymes. Il y a les dépendants sexuels et affectifs anonymes. Il y a les codépendants, c'est-à-dire ceux qui font tout pour les autres. Enfin bon, voilà, il y a... Et on est toujours sur ce principe donc, de la fraternité, avec des anciens qui sont en rétablissement ou qui s'en sont sortis, qui aident les autres, avec ce principe de... On se présente en début de session en disant... je suis Caroline, débitrice compulsive, etc. Voilà. Et ce fonctionnement invite les gens à se livrer. C'est ça aussi qui facilite le travail sur soi. Les gens se livrent et ont un niveau de transparence vis-à-vis de leur situation qui m'a bouleversée quand j'ai fait les réunions avec de nombreux témoignages, des gens qui
qui partagent leur souffrance, des gens qui disent des choses je ne me sentais pas humaine avant de passer la porte des débiteurs anonymes, voilà, des personnes qui se sentent vraiment en souffrance et pour qui le fait de rencontrer d'autres gens qui comprennent leur situation, parce que clairement on n'en parle pas, personne ne parle de sa situation financière, il y a une telle honte, etc. Ah bah ouais. Et même quand on n'est pas à des, encore une fois, même quand on n'est pas à des niveaux impressionnants d'endettement, on peut avoir cette honte, cette gêne, cette culpabilité dont on ne parle pas et qui peut être grandement soulagée juste par le fait d'être entouré de gens qui vivent la même chose. Oui, c'est le principe effectivement des groupes comme ça, des groupes de parole, où en fait on se réunit entre personnes qui ont les mêmes souffrances, donc on se reconnaît dans la souffrance de l'autre. Et donc on n'a plus peur pour dire ce que l'on ressent vraiment, puisqu'on n'est pas jugé, on ne va pas juger quelqu'un qui est comme soi. Donc en fait ça ouvre véritablement, oui, il n'y a pas de jugement, quoi. On est pareil, hein. Enfin on a beaucoup de traits communs et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, en général. Et du coup le fait d'exprimer à haute voix devant d'autres ce qu'on ressent intérieurement et qu'on cache généralement a une vraie vertu thérapeutique. D'abord, le fait même de se présenter, bonjour, je m'appelle Caroline, je suis débitrice compulsive. Le fait de le dire à haute voix devant d'autres me fait l'intégrer aussi jour après jour. C'est-à-dire que je ne me cache plus. Je ne me dis pas, non, moi ça va très bien, je gagne bien ma vie, tout va bien avec le pognon. Non, je m'affirme débitrice compulsive. Donc ça, c'est une vraie chose. Et après, il y a une vraie vertu, donc, comme je disais, à dire devant les autres ses souffrances. Parce qu'en général, à la fin de la réunion, les gens viennent te parler, ils se sont identifiés à ce que tu disais, donc du coup, tu es moins seul, donc du coup, ils peuvent te donner des solutions, puisque eux aussi sont passés par là. Donc c'est vraiment un cercle vertueux de parole, quoi. Il y a une souffrance qui a été évoquée dans cette réunion qui va faire écho pour les auditeurs à un épisode qui a été diffusé sur le podcast, l'épisode 16, sur l'argent dans le couple. Ah. Et je me suis rendu compte en venant à DA que évidemment les problèmes que pouvait causer l'argent dans le couple étaient méga amplifiés quand un des deux ou les deux avaient une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Et là encore, il y avait des témoignages de souffrance incroyables. On respecte toujours l'anonymat chez DA, donc moi je ne vais pas citer de prénom. Toi, tu as accepté de citer ton prénom. Et d'ailleurs, on s'appelle toujours par son prénom et on ne connaît pas les noms de famille des gens. Mais en l'occurrence, cette personne qui disait j'ai très honte de ma situation, j'ai très honte de mes comportements et je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse m'aimer et que je puisse avoir une relation avec quelqu'un parce que j'ai un problème avec l'argent, quoi. Donc c'est super fort et toi-même ça t'a mis en grande difficulté dans tes relations et notamment dans ton mariage. Oui, parce que en fait j'ai épousé quelqu'un qui n'a pas du tout la même relation avec l'argent que moi, quelqu'un qui est plutôt assez sain, c'est-à-dire qui met de l'argent de côté, c'est quelqu'un plutôt de généreux et tout, mais qui est quand même, il vient d'une famille plutôt, je sais pas si on dit modeste, et du coup il a appris la valeur de l'argent. Et il a eu la très très bonne idée de se marier avec quelqu'un qui n'a pas du tout la moindre valeur, ne donne pas de valeur à l'argent et qui est tout le temps en situation difficile. Et moi j'ai beaucoup caché mes comportements, j'ai beaucoup caché ce que j'achetais, je rentrais chez moi, je planquais les trucs, etc. On n'a jamais eu de compte commun. J'ai envie de dire heureusement. Oui, heureusement. Lui a voulu plein de fois prendre la direction de mes finances et je me suis absolument tout le temps opposée parce que de toute façon, encore aujourd'hui, je pense que je dois me responsabiliser, mais c'est pas à l'autre de prendre les rênes de ma vie, quoi. C'est à moi de les prendre, il serait temps. Et donc en fait, l'argent était vraiment constamment conflictuel et moi, je créais de l'insécurité chez l'autre puisqu'il savait pas qu'est-ce qui allait lui tomber dessus, quoi. Je gagnais finalement mieux ma vie que lui et je lui demandais de l'argent tout le temps. Je lui empruntais de l'argent, alors en plus c'était genre de l'emprunt et ça a créé moi je finissais par lui dire qu'il était radin alors que c'est faux et lui il supportait plus, donc ça donnait lieu à des crises, à des cris, de la honte de mon côté, du fait de me sentir d'avoir 2 ans et demi face à quelqu'un qui arrive à gérer, donc ça crée un déséquilibre et donc ça a été une vraiment raison importante de notre divorce.
Et ça fait écho à une des 12 étapes. Alors le programme des débiteurs anonymes, d'ailleurs, comme les autres programmes, Alcooliques Anonymes, etc., sont des programmes en 12 étapes. Et il y a une de ces étapes qui consiste à reconnaître les torts qu'on a fait aux autres et si possible, quand c'est possible, de faire réparation. Et en l'occurrence, dans ton cas, tu me disais que avec ton ex-mari, tu avais usé de beaucoup de manipulation. C'est vraiment les mots que tu avais utilisés. Et ça demande un courage incroyable et une lucidité pour dire j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai trompé la personne que j'aimais, quoi. En fait, quand tu arrives à ce stade des étapes, en fait, tu as fait déjà beaucoup de travail sur toi. Donc, tu as déjà beaucoup compris que tu étais dans un fonctionnement, entre guillemets, maladif. Ouais. Donc, ce qu'on dit beaucoup, c'est on n'est pas responsable de sa maladie, mais on est responsable de son rétablissement. Donc, une fois qu'on a constaté qu'on dysfonctionnait, on est responsable de la manière dont on va se sortir de ce dysfonctionnement. Et donc, en fait, cette étape-là, qui est celle où on reconnaît ses torts face aux autres, est une étape qui arrive assez loin. C'est la 8e et la 9e, et, alors sur 12. Et si tu veux, là, tu as suffisamment regardé qui t'étais, compris comment tu fonctionnais. Et c'est vraiment un programme d'honnêteté, de lucidité sur soi. Parce que si on n'est pas lucide, on se laisse encore berner par la force du déni. Et donc, c'est voilà, moi, je sais parfaitement, quand je te dis, il ne faut pas que je passe devant le bon marché, c'est parce que je me connais, je sais que je ne dois pas passer devant le bon marché. Et si tu veux, le fait aussi d'arrêter de dire que c'est de la faute de l'autre, hein, si on dépense trop, machin, et de reconnaître devant l'autre, voilà, j'ai mal fait, c'est aussi se responsabiliser, si tu veux. C'est devenir adulte face à des comportements qui ne l'étaient pas. Et de dire à l'autre, écoute, je reconnais que j'ai pu te faire du mal, parce que j'ai mal agi. Alors, peut-être qu'à l'époque, je n'étais pas responsable de mes comportements, quoique quand même, j'étais adulte, mais toi, tu n'étais pas responsable de la souffrance que je générais chez toi. Donc, je reconnais ça, et ça me remet à niveau avec lui, si tu veux. Je ne suis plus celle qui a fait une faute avec l'autre qui n'en a pas fait. Je reconnais mes torts, je prends ma part, et du coup, c'est comme si ça remettait un peu les trucs à zéro, si tu veux. Parlons juste un peu de ta fille avec un père qui a des comportements raisonnés, sains, comme tu disais, et toi qui est en rétablissement, mais qui est toujours un petit peu fragile. Comment ça se passe en termes sur son éducation financière ? Qu'est-ce qu'elle en retire de ce mélange, en fait ? Heureusement, elle prend du côté de son père. Ah. Ouais. Je pense que oui, elle est plutôt assez économe. Elle met de l'argent de côté. Elle a beaucoup plus d'argent de côté que moi. Ah, ok. Beaucoup plus que moi, alors qu'elle ne travaille pas. Donc non, elle a un rapport beaucoup plus sain que moi avec l'argent. Moi, j'ai hérité véritablement du comportement de ma mère. C'est un copier-coller. Ma mère elle faisait exactement ça. Et elle le fait toujours ? Alors, elle le fait moins, parce qu'aujourd'hui, elle a 80 ans, donc à 80 ans, tu cours moins les boutiques. Et du coup, mais si tu veux, c'est quelqu'un qui a vécu avec beaucoup d'argent et qui a beaucoup moins d'argent aujourd'hui. Donc, elle subit un peu les conséquences de ses comportements qu'elle a eu précédemment, parce qu'elle n'a pas été au débiteur anonyme. C'était aussi pour des questions de paraître, ta mère ? Ouais, pareil, elle s'achetait beaucoup de vêtements. Ok. Pareil. Ah non, mais c'est un copier-coller. Sauf que moi, je suis d'une génération où on gagne vraiment sa vie, et elle un peu moins, donc elle était un peu plus que moi dans un rapport de dépendance financière. Vis-à-vis de son compagnon. Ouais, mais autrement, la manière dont elle dépensait, dont elle cachait, dont elle... comme moi d'ailleurs, elle pensait toujours qu'elle allait s'en sortir, et moi c'est pareil. Je me disais toujours, oh, mais l'argent va arriver, comme si c'était un truc miraculeux. Et c'est comme j'avais un comportement mais complètement dingue, je ne payais mon loyer que le 25 du mois parce que je me disais, on ne sait jamais, il va peut-être mourir mon propriétaire. Comme ça, j'aurais plus à payer. Wow. Tu te rends compte la pensée ? Donc je payais, mais vraiment au plus tard, en me disant, on ne sait jamais. Tu te rends compte ? Ah ouais, tu joues la trésorerie à fond. Là, c'est... Sur des motifs qui sont plus... un peu... Et puis il n'est pas mort, le pauvre, heureusement pour lui. Ouais. Alors, il y avait quelqu'un qui disait aussi, pendant cette journée, qui décrivait qu'il avait dû emprunter de l'argent à sa famille. Hein. Tu dis que tu l'as fait aussi.
Et du coup, malheureusement, ça biaise les rapports avec les autres et en plus, ça fait vraiment quelqu'un de pas fiable, quoi. Bah c'est sûr. Moi je me suis même par rapport à mes amis, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Parce que je dis oui, je vais rembourser, je remboursais pas. Et ça c'est pas cool. Quand tu obliges les gens qui t'ont prêté à te demander de les rembourser, on est déjà allé trop loin. Bah ouais, c'est pas cool quoi. C'est toi qui dois de l'argent, c'est pas à eux de venir le réclamer quoi. Mais tu t'en rendais compte déjà à l'époque ou c'est pareil, t'avais pas tant de scrupules que ça à demander de l'argent? J'étais moins dans la clarté qu'aujourd'hui, donc je le voyais moins. Et puis j'étais dans ce qu'on appelle le déni, quoi. C'est-à-dire que je le voyais, mais je l'écartais, quoi. Je voulais pas que ça... Voilà, je me disais, on verra, on verra, tu vois. Une irresponsabilité totale, quoi. Alors moi j'ai envie de parler un peu de chiffres parce qu'on a l'impression que, encore une fois, ça concerne pas tant de gens que ça. Je suis allée fouiller un peu sur le site de la Banque de France et j'ai trouvé que sur l'année 2019, alors les chiffres sont très bien faits sur le site, sur l'année 2019, 143 000 dossiers de surendettement ont été déposés, 143 000 nouveaux dossiers. Donc si évidemment on ajoute ceux des années précédentes et des gens qui sont en rétablissement, en plan de surendettement, etc. J'ai trouvé des chiffres un peu à droite à gauche qui estiment à pas loin d'1 million de foyers, puisque un dossier concerne un foyer, 1 million de foyers qui étaient concernés par le surendettement. Donc on n'est plus dans un épiphénomène, pas du tout. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est que dans la salle, il y avait environ, à la louche, 2/3 de femmes. Et que non seulement elles étaient plus nombreuses, mais qu'aussi elles étaient beaucoup plus... elles avaient vraiment une envie de contribuer, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient... il y avait un empressement, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Il y avait un empressement à contribuer, partager son témoignage avec les autres. Toi qui es là depuis une quinzaine d'années dans DA, est-ce que le surendettement concerne davantage les femmes? Alors, statistiquement un peu, oui, 55% des femmes versus 45% des hommes, c'est pas énorme. Mais est-ce qu'elles ont plus de facilité, est-ce qu'elles ont juste plus de facilité à pousser la porte et à demander de l'aide? C'est-à-dire que les femmes sont plus volontiers, je pense, capables de faire des trucs un peu psy, de parler d'elles-mêmes. Les hommes ont du mal à parler d'eux. C'est pas une évidence, quoi. Nous, on discute, quoi. On est dans la parole, on est en tout cas plus que les hommes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça quand même. Il y a de cette différence un peu psychologique entre le comportement des hommes et des femmes par rapport à la parole, au fait de parler de soi, de reconnaître des choses, de montrer sa vulnérabilité. Forcément, quand tu vas en réunion et que tu racontes là où t'en es, et si t'en es pas très loin, tu te montres très vulnérable. Donc les hommes sont peut-être, même si les choses changent, moins enclins psychologiquement à le faire que les femmes. Si on continue sur le thème de la statistique, une personne sur 2 qui est concernée par le surendettement vit seule. Et ça faisait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le couple, parce que dans la salle, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui disaient, quasiment tout le monde a rencontré des problèmes de couple à cause de ces problèmes d'argent-là, et beaucoup de gens finalement s'estimaient heureux aujourd'hui d'avoir à gérer ça seul, de ne plus... parce que finalement le couple, soit c'est un soutien incommensurable, mais c'est pas la majorité des témoignages qu'on a entendus, on en a entendu un comme ça, soit vraiment c'est tellement source de conflit que ça crée une charge supplémentaire par rapport à un problème qui est déjà énorme. Et du coup, en fait, avec le surendettement vient la solitude, quoi. C'est sûr que du coup, on n'a plus... je veux dire, on est seul face à soi-même. Donc, bon, c'est pas forcément très facile, mais c'est peut-être plus facile. Et puis, bon, quand on a vécu pendant X années dans un couple qui dysfonctionne avec l'argent, quand il y en a un qui se met à ne plus dysfonctionner, ça trouble, ça déstabilise la manière dont le couple s'est formé. Et si tu veux, si l'homme avait le lead sur sa compagne parce que lui savait gérer, tout d'un coup quand elle se met à regarder, et forcément il était dysfonctionnel aussi, parce que tu restes pas 15 ans avec quelqu'un qui merde avec l'argent. Tu vois, tu t'en vas à un moment si c'est vraiment compliqué.
Et donc, ça veut dire que le couple est dysfonctionnel. Donc, s'il y en a un des deux qui se met à regarder le truc, à mieux fonctionner, à ne plus demander de l'argent à l'autre, tout d'un coup, ça déstabilise totalement. Et ça peut créer aussi, je veux dire, un effet plutôt inattendu, c'est-à-dire le fait de se séparer alors qu'on se rétablit. Et chez les alcooliques, il y a beaucoup ça aussi. Ouais. Des couples qui se sont constitués avec des hommes ou des femmes alcooliques, et tout d'un coup, quand ils deviennent sobres, putain, t'as plus la même personne face à toi. Et le couple n'est forcément plus le même. Quand t'es un homme et que t'as une femme qui picole toute la journée, tu rentres, elle est au lit, elle est bourrée, ton comportement, toi, en tant que mari, tu vois, de jugement, de prise de pouvoir sur elle, etc., est complètement déstabilisé quand elle reprend sa personnalité. Ouais. Bah, c'est la même chose avec l'argent. Donc ça crée beaucoup, ça déstabilise beaucoup les couples, même si tu te rétablis. Et justement, il y avait une jeune femme qui disait que, alors elle était clairement en rétablissement, et elle disait elle avait repris cette indépendance et ce contrôle sur ses finances, et là elle voyait son compagnon qui était en train d'essayer de reprendre à son compte la gestion du budget du foyer. Ouais. Elle dit, pas mon argent à moi, mais celle du foyer, donc c'est en partie son argent. Ouais. Elle me disait, mais ça me déstabilise totalement. Bah ouais. J'ai l'impression de perdre le contrôle et de me sentir dépossédée. Donc déjà, c'est une bonne chose parce qu'elle est arrivée loin dans le rétablissement puisque elle a gagné cette indépendance, qu'elle arrive à gérer, etc. Mais maintenant, elle se retrouve confrontée à une autre peur, c'est que si elle a plus le contrôle, elle a peur de perdre les pédales. Quoi. Ouais. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est qu'effectivement, et on le disait tout à l'heure, c'est que plusieurs personnes ont manifesté le fait que c'était plus long et plus dur d'être débiteurs anonymes que ça l'est pour d'autres programmes, et notamment les alcooliques anonymes. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est pour la vie, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est pour la vie. Alors, tu es alcoolique pour la vie aussi, sauf que tu peux vivre vraiment sans être en lien avec l'alcool. Oui. En revanche, tu peux pas vivre dans une société sans être en lien avec l'argent, ni avec la consommation. Donc, t'as pas le choix, t'es obligé de changer, ou alors tu continues de dysfonctionner. L'alcool, tu n'en prends plus. C'est compliqué, hein, je dis pas que c'est facile, mais tu fais abstinence d'un produit. Là, tu peux pas faire abstinence de l'argent. Donc, tu es obligé d'en gagner, d'en dépenser, d'en mettre de côté. Donc voilà, c'est vraiment une remise en cause totale de ton fonctionnement et tu ne peux pas y échapper. Ou alors, tu demandes à ton conjoint de prendre en main toute ta situation et tu dis un enfant. C'est-à-dire que tu demandes à ton conjoint de gérer pour toi, ce qui n'est vraiment pas une solution. Puisque ce qu'on apprend dans ces fraternités, que ce soit alcoolique anonyme, joueur anonyme, etc., c'est à devenir des êtres libres. Libres avec l'argent, libres sans alcool, libres sans aller claquer tout son pognon dans les casinos, libres, pas enfermés dans une prison de dysfonctionnement à l'égard d'un produit ou d'un comportement. Donc c'est pas pour que le conjoint vienne à ta place gérer ton argent. Là, c'est de l'aliénation. Après, je pense que, pour revenir sur les statistiques, s'il y a autant de dossiers de surendettement, c'est pas que à cause des achats compulsifs. Hein. C'est des gens qui perdent leur boulot, c'est des gens qui divorcent alors qu'ils sont déjà sur la corde raide, mais qui n'ont pas forcément eu des comportements totalement dysfonctionnels, qui étaient juste un peu ric-rac, mais une maladie, un chômage, un truc, clac, ça met le truc par terre. Tu vois, je pense qu'il y a pas que des gens dysfonctionnels comme moi en commission de surendettement. Faut pas, j'y crois pas. C'est une partie, mais je ne pense pas que ce soit la principale. Tu fais bien de le rappeler. Et d'ailleurs, je pense que tu as totalement raison parce que la part des dettes de consommation dans la dette globale des ménages surendettés a baissé drastiquement, a baissé de 21 points depuis 2011. Donc avant, cette part-là était de 58%. Maintenant, elle est à 37%. Donc, sur l'endettement global des ménages, seulement 37% sont dus à des dettes de consommation. Donc, effectivement, ça vient totalement... Mais aussi, il y a eu des lois, je crois, qui sont passées qui en fait, freinaient un peu la cavalcade des crédits revolving. Et moi, quand j'ai déposé mon premier plan de surendettement... et le deuxième ça allait passer, la loi n'était pas encore passée, donc tu pouvais prendre, moi je me suis retrouvée avec 8 crédits revolving. Alors rappelle un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec, et j'en fais partie, ce qu'est ou ce qu'était un crédit revolving. En fait c'est une réserve d'argent. Donc on te dit, voilà, demain matin, si vous me montrez votre feuille de paye, votre carte d'identité et un relevé d'identité bancaire, je vous prête 25 000 €. Ok. Et ces 25 000 €,
c'est comme une réserve d'argent. Alors, c'est un taux d'intérêt, c'est genre 18%. Ouais, ok. Et tous les mois, en fait, tu viens recharger cette réserve d'argent. C'est-à-dire que tous les mois, par exemple, si tu as dépensé, j'en sais rien, juste 5 000 euros, tu rembourses tous les mois 200 euros, mais à un taux d'intérêt énorme. Donc d'abord, dans un premier temps, tu ne rembourses que les intérêts. Et puis comme tu rembourses et que tu as le droit encore de creuser, parce que tu rembourses, tu le reprends. Et les intérêts montent. Et du coup, c'est une espèce de course comme ça. En fait, c'est pas un crédit fini, quoi. T'as pas 25 000 euros et tu le rembourses. Non. C'est... Voilà. Si tu rembourses, on continue à voilà, t'auras toujours 25 000 entre voilà, guillemets. exactement. Okay, exactement. Okay. Sauf qu'à un moment, tu rembourseras pas 25 000 euros par mois. Donc, à un moment, tu rembourseras par exemple 500 euros par mois, mais tu n'auras pas les 25 000 euros, tu n'auras que 500 euros. C'est une course. Et du coup, tu prendras ces 500 euros et tu auras encore 500 euros à rembourser et tu n'y arriveras plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est complètement une fuite en avant. Complètement. Reparlons un peu de ce terme que tu décrivais au début, qui est effectivement pas très beau, la sous-gagnance. Et je voulais, ça m'a fait penser au témoignage de... Parce qu'on a eu un témoignage qui allait dans ce sens-là, d'une personne qui a passé sa vie, puisque finalement il a eu un espèce de déclic seulement à peine 60 ans. Il a passé sa vie à dépenser son argent pour acheter l'amour des autres. Et il disait, moi je dépensais des sommes folles pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma femme, qui est devenue mon ex-femme et pour laquelle je continuais à mettre de l'argent sur son compte, indépendamment de toute relation entre eux. Oui, et puis surtout, il n'y avait pas eu de jugement qui disait qu'il devait lui verser quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il continuait spontanément à alimenter son compte. Bah, ça donne une idée du peu de valeur qu'il s'accordait à lui-même. Et ça... Moi, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on croise de manière assez fréquente aussi. De toute façon, dans la vie de tous les jours, on rencontre, même s'ils ne sont pas sous-gagnants, on rencontre souvent des gens qui payent pour les autres, je trouve. Moi, je les appelle les faux généreux. En fait, c'est ils achètent l'amour, quoi. Oui, ils sont généreux, mais parce que ça vient d'un sentiment de peur, d'insécurité, de mésestime de soi. Regardez comment je suis sympa. Ouais. Regardez comment je me rends indispensable. Grâce à moi, vous avez ça. Donc tu ne regardes plus la personne. Enfin, ils pensent qu'on ne les regarde plus en tant que personne. Mais on regarde juste qu'ils dépensent... si tu veux, ils remplacent leur personne par un porte-monnaie, quoi. Ouais. Puis une carte de crédit. C'est d'autant plus pernicieux qu'après, on crée une habitude chez l'autre Et puis, on finit par en vouloir à l'autre. Alors que c'est soi-même qui avons créé le besoin chez l'autre. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui disent « Non, laisse, je vais payer ». Laisse, je paye, non, ça me fait plaisir, qui font des cadeaux hyper beaux et tout. Et à un moment, ils finissent par reprocher à l'autre de ne pas avoir remercié à hauteur de ce qu'ils ont donné, alors qu'on ne leur a jamais demandé de donner autant. Enfin, tu vois, ça crée un espèce de rapport affectif super pernicieux, je trouve. Après, la sous-gagnance... Bon, il y a des gens qui payent pour les autres, mais il y a aussi le fait de ne pas se faire rémunérer à sa juste valeur, de ne jamais s'acheter de vêtements, d'habiter un pauvre appartement parce qu'on n'arrive pas à se faire rémunérer à sa juste valeur. De mal manger, de ne pas se soigner, de ne pas partir. Alors qu'on a les moyens. Mais on a une telle peur de manquer que, alors pour le coup, c'est des gens qui n'ont pas de dette. Mais ils ont une dette, et c'est ce qu'on dit à DA, par rapport à eux-mêmes. Ils sont en débit par rapport à la construction de leur personne et de leur bien-être. Donc on appelle ça de la sous-gagnance. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de travailler tout type de relations dysfonctionnelles avec l'argent, même si effectivement ton témoignage est plus un témoignage de comment est-ce qu'on rentre dans le surendettement, comment est-ce qu'on peut en sortir, et c'est un message d'espoir, même si tu t'estimes toujours en fragilité, en vulnérabilité, mais j'imagine qu'il peut y avoir des gens qui nous écoutent, qui se sentent... vulnérables aussi, même s'ils sont peut-être pas allés dans les extrêmes où t'es allé, mais du coup c'est quand même un message d'espoir. Ah bah oui, pour moi aujourd'hui l'argent n'est plus source de souffrance. Il faut que je fasse attention, mais ce n'est plus une source d'angoisse. Je ne m'endors pas le soir en me disant oh là là comment je vais faire. Je m'endors plus en planquant des trucs toute la journée, des achats, des machins et tout. Parce que tu n'es plus dans une vie de mensonge. Voilà, c'est ça. Je suis plus dans la clarté, à la fois vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Oui. Donc bon, il faut que je sois prudente,
Parce que si j'ai beaucoup d'argent, enfin j'ai pas beaucoup d'argent donc ça tombe bien. Et d'ailleurs je sais pas si tu as entendu mais il y a beaucoup de gens en réunion de débiteurs anonymes qui disent c'est plus facile quand j'ai pas d'argent. Ouais. D'avoir de l'argent peut faire peur. Qu'est-ce que j'en fais? Mais pourquoi tout cet argent? Allez je dépense. Parce que rappelons qu'il y a des gens de tout niveau de revenus. Ah ouais. Mais de toute façon c'est pas une question de montant. Ouais. Moi, j'ai eu des montants importants, mais quelqu'un peut arriver avec 5 000 € de dette et être extrêmement mal. Parce que ça le met mal, parce qu'il est angoissé, parce qu'il n'arrive pas à venir à bout de cette dette, parce que... voilà, c'est pas une question de montant, hein, c'est vraiment une question de rapport qu'on a avec l'argent, quoi. Et c'est pour ça qu'on trouve toutes sortes de personnes. Mais finalement, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'entre la sous-gagnance et les acheteurs compulsifs, comme moi, qui sont par exemple les deux extrémités d'un dysfonctionnement, en fait, tu te rends compte que quand tu es acheteuse compulsive, par exemple que tu t'achètes 500 pulls noirs, bah, du coup, tu pars pas en vacances. Du coup, tu vas pas chez le médecin. Du coup, tu t'achètes pas d'appart. Du coup, et tu t'es donc en débit aussi vis-à-vis de toi-même. Et puis tu disais aussi que... tu me disais en préparation, il faut du temps pour acheter tout ça, surtout quand on va en boutique, qu'on achète pas en ligne, etc. Donc c'est autant de temps que tu consacrerais pas à faire d'autres choses, à passer du temps avec ta famille, exactement. etc. Ah mais moi j'avais une moto à l'époque, mais j'étais Speedy Gonzalez quoi. Ouais. Et puis en général, quand j'avais une idée, moi j'avais des magasins très précis, je connaissais toutes les vendeuses. C'était aussi un espèce de moment entre parenthèses pour moi. Et donc je prenais ma moto et je traversais Paris, je savais ce que j'allais acheter, je l'essayais, je me regardais dans la glace, oh ça vous va bien et tout ça, et roule ma poule. Alors j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent, moi je suis débiteur, ou j'ai des découvertes réguliers, mais je me sens pas en relation dysfonctionnelle avec l'argent. Ils peuvent venir à DA? Tout le monde peut venir à DA, ils verront s'ils s'y retrouvent. Les gens qui arrivent à DA sont les gens qui souffrent à cause de l'argent. Ok. Et j'avais une autre question, et ce sera ma dernière. Si les gens se demandent, parce qu'ils sont pas familiers des fraternités, est-ce qu'on paye? Ah bah non. Et comment ça fonctionne? En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on loue les salles. On est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on ne reçoit de l'aide de personne financière. Vraiment, c'est écrit dans les statuts et les traditions des groupes anonymes. C'est tout à fait vrai. J'ai voulu faire un don et tu m'as dit non, nous n'acceptons pas les dons de l'extérieur. Non. Et d'ailleurs, quand on est dans une salle, on la loue. On ne se fait pas prêter des salles. Oui. On ne veut pas être en relation de dépendance à l'égard de qui que ce soit. Okay. Donc, on veut rester indépendant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des réunions, il y a le chapeau qui tourne et on met ce qu'on peut mettre. Il y en a, ils mettent 5 centimes, il y en a qui mettent rien parfois. Il y a pas, voilà, c'est soi-même avec soi-même. Il y en a qui peuvent mettre 5 €, il y en a, et c'est comme ça qu'on finance en fait les locations de salles. Et comme on a aussi de la littérature, des bouquins, des petits flyers, etc., c'est grâce à l'argent justement qu'on met dans ces chapeaux que l'argent, je veux dire, si on paye, je sais pas si dans un chapeau il y a 40 € à l'issue d'une réunion, il peut y avoir 20 € pour la location et 20 € qui vont à DA France, et ça sert à faire la traduction des bouquins américains qui viennent de débiteurs anonymes américains, à imprimer tout ça, à faire fonctionner la fraternité dans son ensemble. Mais autrement, on est autonome, c'est vraiment c'est la base de nos traditions d'être anonyme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qui on est, parce que le rétablissement n'est pas... On ne vend pas notre rétablissement, on ne se met pas en avant avec notre rétablissement. Donc voilà, moi je ne représente pas les débiteurs anonymes, c'est mon parcours à moi, mais il n'y a pas besoin de savoir qui je suis. Tout à fait. Donc ça permet aussi, on a des personnalités souvent, quand on souffre comme ça de problèmes de dépendance, qui sont assez égocentriques, etc. Et là, ça remet les choses à sa place. Ça calme l'ego. C'est quelqu'un qui témoigne. Et qui témoigne, et on dit... Qui n'est pas plus important qu'un autre. Voilà, exactement. Chaque témoignage a son importance, et... et peut-être d'autres te diraient, je pense que j'ai quand même dit la majorité de ce que disent les gens de débiteurs anonymes, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de chacun est différente. Moi, les coups de téléphone, c'est difficile. Il y en a d'autres qui vont te dire, moi, dès que ça va pas, je téléphone. Tu vois, on a tous des... Précisons rapidement que on n'a pas besoin d'habiter Paris ou une grande ville pour bénéficier d'un accompagnement, que ça existe par Skype, qu'il y en a très régulièrement. Exactement. Il y en a aussi en langue anglaise. Ouais, et il y en a en province aussi en réel. Et il y en a en présentiel en province. Voilà. Donc il faut aller sur le site de débiteurs anonymes.
DA... On le mettra dans la description. Débiteur-anonyme.org, un truc comme ça. Alors si c'est pas ça, on le mettra dans la description. Sinon vous tapez débiteur anonyme dans Google et vous retrouverez l'association. Il me reste plus qu'à te dire merci. Merci. Parce que ça peut sembler facile, t'as l'air d'avoir une aisance à parler de tout ça, mais je sais que ça ne l'est pas. Ça l'a pas toujours été en tout cas. Ça l'a pas toujours été, donc je te remercie infiniment. Je te remercie d'accepter du coup de parler de cette association pour la faire connaître au plus grand nombre. Et puis... C'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Plus il y a de nouveaux qui viennent, plus je verrai d'où je viens. Et j'ai pas envie d'y retourner en fait. C'est un super mot de la fin. Et puis, voilà, je te dis au revoir. Et puis aux auditeurs qui nous écoutent, je leur dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, arrêtez tout ce que vous faites et allez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez retrouver l'association sur débiteursanonymes.org. C'est inutile de rester à souffrir dans votre coin quand vous pouvez être soutenu par tant d'autres personnes qui savent par quoi vous passez. Et pour y être allé, je peux vous dire que c'est un moment incroyable de partage et de bienveillance, donc allez-y. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Ciao, bye bye!